si la minorité nous provoquait pas toujours, le climat de tension disparaîtrait automatiquement parce que je pense que les habitants du Sud sont d'une mentalité beaucoup plus calme que les gens du Nord. Le 23 juin, le canton était fait, mais certains n'ont pas accepté cette décision démocratique et on a voulu diviser ce pays. Et cela nous a valu la campagne du 16 mars. Et dans cette campagne, on a vu des choses incroyables. On a artificiellement opposé les Jurassiens du Nord et les Jurassiens du Sud. On a ranimé les querelles confessionnelles. On a refusé tout compromis. Et on a vu les libertés fondamentales bafouées. La liberté de se réunir, la liberté d'aller et venir, la liberté de s'exprimer. Je pense que les causes de tension viennent surtout du fait que la situation jurassienne est une situation affective. Donc les gens prennent ça du côté du cœur et ils veulent absolument défendre leur patrie. Que ce soit les pro-bernois, que ce soit les séparatistes, on retrouve le même fait. C'est le sentiment qui prédomine tout et les sentiments recouvrent bien souvent tous les actes de violence. Rémi Marchand, vous êtes député autonomiste du district de Moutier. Vous venez d'adresser une lettre au Conseil fédéral avec un de vos confrères. Lettre relevant qu'il y a actuellement quelques 300 plaintes pénales en suspens dans la région. Dans cette lettre, vous faites mention du rôle des forces de l'ordre, de leur passivité et même, dites-vous, de leur complicité avec les polices parallèles du sanglier. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bien, si on se remémore à Reconvillé, si on remonte à Reconvillé, à la manifestation qui a eu lieu là-haut, des autonomistes jurassiens s'étaient réunis dans un restaurant. Les troupes de choc pro-bernoises, donc les sangliers, ont demandé aux restaurateurs de faire évacuer le restaurant, sans quoi ils mettraient le restaurant à sac. Le maire de la localité étant intervenu, les autonomistes ont décidé de quitter la salle. Ils ont dû passer entre deux rangs de sangliers, de pro-bernois injuriés, dont un a été frappé. Puis dans cette lettre, vous dénoncez également les barrages sur les routes. Oui, ceci déjà avant le 16 mars, il y avait des barrages organisés sur les routes, dont spécialement à Cours, sur la place publique. Ceci était organisé de telle façon que les troupes de choc des sangliers pro-bernoises arrêtaient les automobilistes, leur demandaient leur permis ou leur carte d'identité pour savoir où ils allaient, dans quelle direction ils se dirigeaient. Et par la suite, nous avons eu dans la nuit de l'Ascension, du 18 au 19 mai, à la sortie du restaurant, 11h30, une équipe de sangliers de pro-bernois, dont plusieurs âgés de passé 70 ans, de la localité, qui se sont mis de chaque côté de la route, à commencer par contrôler les identifiés des voitures, contrôler les numéros de plaque. La police a été avisée qu'une bagarre se passait ici à Cours, qu'un barrage était là. Ces messieurs ont tout simplement répondu qu'ils étaient occupés ailleurs, qu'ils ne pouvaient pas monter. On vous a accusé également dans certains journaux d'organiser des barrages sur les routes, de contrôler des identités, de filtrer les voitures qui passent. Non, ça c'est faux alors. Il y a peut-être eu, lors de manifestations, dans celle de Malray, un certain blocage des voitures par des gens qui étaient sur la route, mais de filtrer les voitures, non. Lors de la manifestation de Moutier, ayant remarqué que la police intervenait, maladroitement je dois bien le dire, après avoir récupéré mes enfants, avec un groupe d'amis, on a décidé de remonter donc chez nous, arrivé donc à la hauteur des usines Vali à Bévillard. Nous avons été pris à part des jeunes qui nous ont lancé donc des cocktails Molotov. Nous avons continué notre route en direction de Bévillard, arrivé donc à l'intérieur du village de Bévillard même, à la hauteur des usines Scheublin cette fois-ci. La route était carrément barrée par des voitures. Nous avons été donc première salve de cailloux nous est tombée dessus, des gendarmes sont intervenus. Après donc maintes discussions, donc la route a été ouverte. Nous avons pu continuer notre chemin, donc toujours en colonne,
plus tard, 200 mètres plus en avant, à la hauteur de la cafétéria. Là, alors, donc, les cailloux sont tombés par dizaines, par centaines peut-être, à tel point que ma voiture a subi pour des frais pour environ 2280 francs. Qui étaient vos assaillants? Est-ce que vous le savez? Écoutez, donc, nos assaillants, j'ai reconnu passablement de personnes. Il s'agissait de personnes de la localité, accompagnées naturellement de sangliers. Et ce qui est le plus triste dans toute cette affaire, c'est que là, la gendarmerie assiste, presque en riant, on peut le dire, à tous ces événements. Il faut toujours savoir devant qui et devant quoi se trouve la police. Mais il faut bien se rendre à l'évidence qu'un agent de faction sur un carrefour pourra difficilement intervenir et faire face à une situation qui groupe peut-être 50, voire 100 personnes, ou même moins, disons même 20. Des blocages de voitures dans une localité, on ne peut pas le nier, il peut y avoir eu différentes petites bagatelles, mais ça ne vient pas du groupe sanglier, des dirigeants. Il y a une quinzaine de jours, environ 3 semaines, une demande est parvenue au secrétariat, demande téléphonique, par laquelle l'auteur demandait que 150 formules de demande d'achat d'armes lui soient remises. Ça a été bien entendu une grande inquiétude. Je peux préciser que l'auteur du téléphone est un des dirigeants séparatistes de la localité. Il était impossible de donner une suite favorable à une pareille demande parce que nous n'avons que 2 ou 3 formulaires à disposition pour des demandes semblables. Mais mis à part cette demande massive, est-ce que vous avez constaté une augmentation des demandes d'achat d'armes? Oui. Habituellement, il pouvait nous parvenir une demande tous les 3 mois, tous les 4 mois, c'était très rare. Et cela ne donnait lieu à aucune hésitation quant à l'octroi d'un préavis positif. Mais, mis à part cette demande de formule, nous avons maintenant en suspens des demandes d'achat d'armes. Et de qui émanent ces demandes? Elles émanent de tous les milieux. Alors est-ce qu'il est vrai que les autonomistes sont en train de s'armer, de s'acheter des armes? Nous constatons que du côté autonomiste, plusieurs membres autonomistes qui n'étaient auparavant pas du rassemblement jurassien, donc de bons jurassiens simplement, commencent d'avoir une certaine crainte et ont demandé l'autorisation d'achat d'armes. Ici, dans le village, nous en avons probablement à l'heure actuelle une trentaine de demandes qui ont été faites aux autorités municipales. Vous avez peur, mais est-ce que vous vous êtes armé depuis? Oui, je suis donc armé dans ma voiture. Dans tous mes parcours, je suis obligé d'être armé. Alors on en arrive à la situation où les gens ont peur. Et comme la police n'a pas fait toujours son travail, ou certains éléments de la police n'ont pas fait leur travail, on voit les gens qui s'arment et qui se préparent à assurer eux-mêmes leur défense. Et vous trouvez des gens qui se promènent avec des matraques, avec des nerfs de bœuf, avec des couteaux, etc. Dernièrement, il y a eu une bagarre dans un restaurant de Moutier. On a saisi le manteau d'un sanglier, donc un probernois, et on a trouvé dans ses poches 3 couteaux, dont un de cette taille environ, et des balles de revolver. Au sein du groupe sanglier, les dirigeants ne peuvent pas contrôler tous leurs membres s'ils ont des armes sur eux, mais on peut dire que la majeure partie des membres du groupe sanglier ne sont pas armés. Est-ce que vous songez à vous armer aussi? Ces achats d'armes, tout de même, nous inquiètent un peu, c'est vrai, car si chacun, dans le climat de psychose que nous vivons, essaie de se protéger lui-même et de faire sa propre justice, il est à craindre forcément qu'une éventuelle guerre civile, le mot est peut-être trop fort, puisse également être engendrée par ces procédés. On s'en inquiète, cela va de soi, mais nous laissons le soin à l'autorité municipale et préfectorale de prendre des décisions qui s'imposent. Pour ce qui concerne Moutier, je suis responsable de
la délivrance des demandes d'autorisation de permis d'achat d'armes, je dois dire, en toute objectivité, que je ne remarque aucun accroissement de demandes. Il n'y a pas que les armes à feu, il y a les armes blanches également. Pour cela, nous ne délivrons pas de permis d'achat d'armes pour les armes blanches. Il est bien entendu que le citoyen qui veut s'armer d'une arme blanche, il peut le faire en toute quiétude. Est-ce que les gens ont peur ici? Une bonne partie des gens ont peur, ceci du fait que la violence monte, que des jeunes gens de 17-18 ans se promènent avec chaînes de vélo dans les poches, s'entraînent à les taper à tout moment contre les balustrades, contre les murs, ceci à titre d'entraînement pour ou bien nous terroriser, ou bien s'entraîner vraiment pour une fois faire une vraie troupe de choc, comme il a été décidé ici par les sangliers. À Moutier, à l'heure actuelle, on a à peu près 160 membres inscrits qui payent des cotisations à notre mouvement. Et puis, disons qu'on a un peu de difficulté à se retrouver parce que si on se retrouve dans un restaurant ou comme ça, il faut toujours mettre quelqu'un dehors pour surveiller les voitures, pas qu'il y ait des pneus crevés ou des choses comme ça. C'est aussi arrivé qu'on ait des carrosseries rayées. Est-ce que vous êtes déjà senti visé personnellement parce que vous faites partie du mouvement sanglier? Non, personnellement, à part, bon, on entend toujours dire cochon d'allemand ou comme ça, mais à part ça, j'ai jamais reçu de lettre de menace ou ça va peut-être finir maintenant, je sais pas. Je travaille avec mon père et puis il y a environ 3 semaines, on a eu un attentat au plastique qui a eu des dégâts pour environ 500 à 600 francs. Il n'y a eu que des fenêtres, on a eu une chance inouïe parce que disons que les personnes qui ont fait l'attentat visaient le sous-sol de l'entreprise. Et puis dans le sous-sol de l'entreprise, il y avait des fûts d'huile et d'essence. Et si l'explosif était parvenu à l'intérieur, il y aurait eu des dégâts considérables. Aujourd'hui, il y a, je pense, environ 300 plaintes, d'après ce que l'on sait, dans le district de Moutier. La grande majorité de ces plaintes proviennent du côté séparatiste, parce que c'est certainement les pro-bernois qui se sont livrés à ces différentes atteintes. J'en ai moi-même 30, 40, peut-être 50, mais bien sûr que la plupart de ces plaintes sont adressées directement au juge d'instruction ou à la police. Alors nous avons fini notre assemblée quand tout à coup on nous annonce que des sangliers sont autour de l'établissement. Vous étiez dans un restaurant? Oui, dans un restaurant. Les sangliers avaient cerné l'établissement et menaçaient de tout casser. Alors M. Doriot, le propriétaire du restaurant, a téléphoné à la police. Pendant que le maire et le gendarme Beuclair, se trouvaient là, on peut dire que toutes les fenêtres commençaient à casser, les fenêtres du restaurant, des fenêtres, la porte d'entrée du restaurant, derrière la maison, enfin, il y a tout qui lâche. Quand la police nous a dit qu'on pouvait sortir sans risque, on m'a attaqué avec des pierres, j'ai couru, et on m'a rattrapé, projeté violemment à terre. Et quand j'étais à terre, on m'a donné des coups de pied. Quand je me suis relevé, je saignais au visage, j'ai une cicatrice ici d'ailleurs, et j'avais le coccyx cassé. Alors j'étais donc soi-disant comme passant. Je traversais la rue, et puis il y a un gaillard qui m'a tiré dessus. Alors je sais pas ce qu'il faut dire là, parce que c'est déjà une chose qui n'est déjà pas normale. Oui, vous avez reçu une balle? Une balle dans la cheville, oui. Et on vous a tiré dessus qu'une seule fois? Plusieurs fois, donc il y en a une balle qui m'a touché le pantalon droit et la deuxième m'a atteint le péroné. Et puis donc c'est une chose qui n'est déjà pas inadmissible. Et c'est pas la première fois que vous êtes blessé dans une manifestation en plus? Non, c'est pas la première fois que je me suis fait blesser dans une manifestation. Donc c'était le 6 janvier donc à Tavannes dans un bar qu'un gaillard, il m'a pas pu donc il ne peut pas admettre que je suis un pro-bernois, alors il m'a frappé à coups de chaise. Donc que j'ai eu une fracture du nez.
un boycott a eu lieu de la part des pro-bernois à l'encontre de commerçants jurassiens qui s'étaient très exposés après le 23 juin. Et il y a eu des listes noires qui ont circulé. Et certains commerçants jurassiens ont senti passer ce boycott très sévèrement. Ça a été assez mauvais pour eux. Et depuis le 16 mars, il s'est formé une communauté jurassienne. C'est une espèce de famille jurassienne qui a décidé, non pas de boycotter les commerces pro-bernois, mais de soutenir absolument les commerçants jurassiens qui ont eu le courage de s'afficher. Je crois que beaucoup plus que le manque à gagner, c'est cette souffrance de voir des gens qu'on connaît bien, puisque Moutier est une petite ville, des gens qu'on connaissait bien, qu'on voyait régulièrement, qui, parce que nous n'avons pas les mêmes idées politiques, ont décidé tout simplement de nous boycotter. Après le 23 juin, donc plus aucune clientèle bernoise, plus rien du tout. Et après le 16 mars encore, et les séparatistes ont pris conscience qu'il y avait des commerçants donc boycottés. Et ça a fait une grosse chute de votre chiffre d'affaires? Une grosse chute, peut-être pas, il y a quand même la crise peut-être, mais disons après le 23 juin surtout. Mais non, ça s'est bien remis en avant. Certains mouvements vous accusent d'être en fait des milices. Ah non, alors pas du tout. Non, non, notre but c'est de se regrouper, de se retrouver entre copains, de faire des manifestations plus ou moins sous forme de fêtes, soirées dansantes, et de travailler dans la politique du Jura bernois et non pas dans la rue comme on nous accuse. Bon, il y a eu des cas où des sangliers se sont retrouvés dans des manifestations de rue, mais c'était des sangliers indépendants. C'est très rare que les sangliers organisent une manifestation de rue au nom du groupe. Souvent, il arrive que des personnes reçoivent des lettres de menaces ou alors des téléphones anonymes. Et ces personnes sont mises en danger. Alors des amis les défendent. Mais on ne peut pas quand même comparer ces milices à une sous-agence de la police cantonale. Mais vous les défendez de quelle manière? Est-ce que vous êtes armés, par exemple? Absolument pas. Ce sont des gens qui ne sont pas armés. Ils sont simplement là pour montrer à l'ennemi, dans le cas présent les séparatistes, qu'il y a quelqu'un qui surveille une maison ou un endroit. Mais il n'y a personne d'armes. Procédons la nuit en général par des surveillances aux approches des bâtiments ou des propriétés qui pourraient être menacées. Nous procédons également par, non pas des contrôles ou des barrages sur les routes, mais bien plus par quelqu'un qui, assis sous un arbre, regarde passer les voitures, contrôle certains numéros de plaques sans arrêter la voiture, et bien sûr n'aurait pas l'idée, d'une quelconque manière que ce soit, de lui lancer un pavé ou encore de la menacer avec des bâtons, comme certains nous le reprochaient, ou comme le disait tout à l'heure M. Auvernet, avec des armes. Comment est-ce que vous voyez l'issue de ce climat de tension? Bien, j'espère une chose, c'est qu'après le 3e plébiscite, les séparatistes acceptent la situation et évoluent dans la construction de leur canton du Jura, s'ils arrivent à le construire, et laissent la paix à ceux qui ont exprimé leur opinion pour la partie bernoise du Jura. Selon vous, ce climat de tension, il va aboutir où? C'est difficile à dire. Je ne vois vraiment pas qui peut dire où le climat va aboutir. Est-ce que vous avez peur de la fin de ce climat de tension? Disons que oui, automatiquement, quand on a des enfants, on pense aussi à eux. C'est ça qui est dommage, c'est que maintenant on essaie de pousser les enfants aussi. C'est-à-dire? Disons que même à l'école, on leur parle de politique, etc. Et puis il y en a qui rentrent à la maison puis qui traitent leurs parents de cochons de bernois, etc. Alors qu'on est jurassien aussi. Vous dites à la fin de votre lettre au Conseil fédéral que s'il n'y a pas de réaction à cette lettre, vous serez obligé de vous adresser à des institutions internationales. Auxquelles pensez-vous? Au moment,
où il n'y aura pas de réaction du Conseil fédéral, je pense que vraiment le Conseil fédéral interviendra parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que le son de cloche des autorités bernoises, le son de cloche des pro-bernois, parce que quand on demande des renseignements, c'est bel et bien la première fois qu'on m'interviewe. Alors, on ne fait toujours qu'à sens unique en interviewant les autorités, en demandant les renseignements aux autorités. Et nous pensons que si le Conseil fédéral, à l'heure actuelle, renseigné, ne veut pas réagir et venir lui-même constater les faits tels qu'ils sont et mettre de l'ordre dans la question jurassienne actuellement, nous pensons intervenir auprès des instances internationales, soit le Conseil de l'Europe, ou éventuellement par la suite s'il y a procès à l'Aïe.